Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de réplique d'Airsoft. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter la Greasegun M3 de chez ICS. Avant toute chose, je tiens à remercier OPS Store pour sa participation à cette vidéo. Ils sont en effet sponsors, c'est eux qui ont pu me procurer cet exemplaire, pardon. Oui, parce que du coup, je vous l'annonce dès le début, j'en ai deux. Ce qui me permettra de faire une petite comparaison entre une ancienne génération, que j'ai déjà pu retaper un peu, et une nouvelle. En tout cas, vous pourrez retrouver le lien de la boutique OPS Store avec le lien de la Greasegun dans la description de cette vidéo. Cette Greasegun est sortie début des années 2010, et j'ai pu découvrir, avec ces deux exemplaires-là, qu'il y avait plusieurs versions qui sont sorties. Bon, après, c'est de la toute petite modif, hein, c'est pas non plus des versions majeures. Cette Greasegun M3, reconnaissable à son levier d'armement et à la petite fenêtre d'éjection, est la seule Greasegun qui peut couvrir une bonne partie de la Seconde Guerre, à savoir qu'elle a été utilisée en Sicile, en Italie, naturellement pendant le débarquement en Normandie, en Provence, etc. Puisqu'elle a été mise en service en décembre 1942. A noter d'ailleurs qu'il a existé des versions en 9 mm. Il y a eu 600 000 M3 qui ont été fabriqués entre 1943 et 1945, et elle était destinée à remplacer la Thompson, qui était elle plus coûteuse à fabriquer. Si vous n'avez pas vu l'unboxing de cette réplique, je vous invite à découvrir le lien dans la description, ainsi vous pourrez découvrir le chat, la réplique, et puis c'est le chat qui rentre dans un carton. Ah, il y a vraiment que ça qui vous intéresse? Ainsi donc, vous pourrez découvrir le chat et les quelques accessoires qu'il y a autour. Dans le pack, nous avons la réplique avec son chargeur, ainsi qu'une notice qui sera en anglais et en chinois. C'est tout. Donc à ce moment-là, à vous de vous fournir en billes, en bretelles, en tige de nettoyage débourrage et en batterie, puisqu'il n'y a pas 36 000 endroits où on peut la stocker. Ouais, ici, là où est-ce qu'on peut la mettre, la batterie? Dans la crosse? Lol. Bah du coup, il reste que de la place ici, puisque là, nous avons la gearbox. Donc il reste 7 places là. Pour y accéder, il y a une petite trappe qui se trouve au cul de la réplique. Il faut la faire pivoter sur la gauche à 90 degrés. C'est chaud 90 degrés, hein. On cuit là-dedans. Il fait chaud. A noter d'ailleurs que la petite trappe est dotée d'un petit joint, ce qui est plutôt pas mal, ce qui évitera à l'humidité ou à la flotte de rentrer par cet endroit-là. Surtout quand on habite en Bretagne ou en Normandie, par exemple. Ils sont très forts ICS, hein, ils ont prévu des répliques normandes et bretonnes. Et ainsi donc, on peut voir directement ici que nous avons un fusible. Et avant et après le fusible, nous avons 2,5 km de câble. Et on peut voir ici que je galère un peu pour enlever, parce que la trappe est vraiment pas grande. L'idée non plus, c'est pas de tout casser. Voilà. Je vous conseille d'ailleurs de mettre la connectique après avoir mis la batterie. Comme ça, dans le pire des cas, vous n'avez pas besoin d'enlever la batterie pour pouvoir la charger. Idem pour accéder au fusible. Puisque la batterie ici, c'est une batterie de chez ASG que je vais essayer de vous sortir. La batterie que j'ai ici est donc une 1000 mAh du 7,4 volts en 30C. Donc c'est de la LiPo. Là, de la NYAMA, je ne sais pas si ça passe dedans, hein. Après, si vous pouvez avoir une cadence un petit peu moins élevée, prenez. Parce que là, nous avons une cadence qui est pas très réaliste. C'est bien sympathique quand on a de la M4 en face, de la M4 survoltée ou de la 249, mais pour une partie purement Seconde Guerre, c'est pas très réaliste. Ainsi donc, il faut remettre la batterie dans ce tout petit emplacement. Putain de câble. Évitez de trop manipuler la batterie, ça va l'abîmer à force, parce que là, ça racle pas mal. Et enfin, nous mettons le fusible comme on peut. Et voilà, ensuite on remet la petite trappe pour refaire pivoter. Et voilà, c'est parti comme en 40. Le manuel, je ne reviendrai pas dessus en détail puisque je l'ai déjà abordé dans la partie unboxing. Il dispose d'un éclaté technique à la fin, qui est très bien fait. Là, pour le coup, je dis bravo. Et il sera indispensable pour quiconque voudra améliorer sa réplique ou même juste la démonter. La réplique est constituée en grande majorité de métal. À quelques exceptions près, il s'agit donc du bout du canon qui est ici en plastique et qui sera orange pour les versions US. Nous avons également la trappe ici à l'intérieur, le levier d'armement. Nous avons toute la partie ici, le capot. Nous avons également la détente et puis évidemment la trappe à l'arrière. Donc au niveau du poids, nous sommes à 2,5 kg
ce qui est trop léger par rapport à une originale qui sera à 3,7 kg et 4,45 kg chargé avec les 30 cartouches de 45 ACP dans le chargeur. En parlant de chargeur, nous pouvons en avoir deux versions. Tout d'abord la version mid-cap à 130 billes que nous pouvons voir ici. Et nous pouvons avoir également une version high-cap à 430 billes qui sont contenues directement dans le chargeur, accessible avec une trappe sur le dessus, avec naturellement une molette sur le dessous. Je relève deux inconvénients pour ce type de chargeur, c'est que tout d'abord, ça fait vachement de bruit, et deuxièmement, vous pourrez tirer moins de billes en une seule pression sans recharger qu'avec un mid-cap, où là vous aurez 130 billes en continu. Ce qui fait que sur mon test de tir, à la fin, on voit qu'il n'y a que certaines billes qui partent, parce que le high cap, c'est pas très pratique. D'ailleurs, en parlant de chargeur, on peut voir que le petit bouton sur le dessus, il est bien visible, il est un petit peu trop en relief. Je vous conseille donc de ranger vos chargeurs tête vers le bas dans votre musette. Parce que comme ça, s'il y a une petite aspérité qui vient appuyer sur ce bouton, ça vous évitera de vous prendre une faciale quand vous ouvrirez votre musette. Et au passage, vous pourrez récupérer les billes, ça vous évitera de perdre 130 billes d'un coup. Catastrophe! D'ailleurs, petite astuce, quand ils sont pleins, rangez dans la musette tête vers le bas, et quand ils sont vides, rangez-les tête vers le haut, comme ça vous pourrez directement voir qu'ils sont vides, et peut-être même les recharger dans la foulée avec un bébé loader. La réplique coûte 259,90 à l'heure où je vous parle sur le site de OPS Store. Les chargeurs supplémentaires pourront se trouver entre 20 et 30 euros, suivant là où vous pourrez les trouver. 20 euros c'est plutôt les high cap, et 30 euros c'est plutôt les mid cap. La réplique tire en full automatique, comme la vraie, et c'est tout, pas de sélecteur de tir. C'est tout ce que j'ai à dire, hein. J'ai pas des blagues pour tout, hein, désolé. Nous avons une sûreté, et là j'avoue que c'est un petit peu moyen. Cette sûreté sera faite grâce au levier d'armement, qui au passage va pouvoir désengager le ressort à l'intérieur. Ah là, écoutez. Ça par contre c'est pratique, mais au niveau réalisme, c'est à chier. Normalement le levier d'armement c'est pour préparer à tirer, pas pour éviter de tirer. Une fois que le levier est engagé, il y a un blocage mécanique de la détente, vous ne pourrez plus tirer. Et pour désengager le levier, surtout n'y allez pas à la main comme ça, comme un taré, sinon vous allez tout casser. Il faut aller appuyer sur cette vis là, appuyer ou taper, pour pouvoir la remettre à l'état initial. Ce qui fait qu'au passage, nous aurons une petite trace sur la peinture qui se fera ici, puisque ça racle légèrement. Et cette manipulation ne fonctionne que si le capot est ouvert, sinon ça bloque. Ça vous empêchera pas de tirer, mais ça bloque. Donc ça fait moche. La Grease Gun originale, elle, aura une sûreté au niveau du capot. Vous ne pouvez pas tirer si le capot est fermé. Ce qui est plutôt logique puisque ça sert de fenêtre d'éjection. Mais bon, ça ne remplacera jamais la meilleure sécurité du monde, c'est celle d'enlever le chargeur. Je parle d'une vraie là, évidemment. Puisque c'est une arme qui fonctionne à culasse ouverte. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de chargeur engagé, il n'y aura pas, normalement, de balles chambrées, puisque les balles sont chambrées au moment du tir. La cartouche est donc introduite au moment où la culasse est relâchée pour aller vers l'avant, pour ensuite lui baiser le cul, hein, c'est comme ça que ça fonctionne sur les vraies cartouches. Il faut mettre le doigt au bon endroit pour pouvoir la faire partir. Putain, je suis dégueulasse. Hein? J'avais du charisme, moi? Je sais pas. Nous avons une crosse rétractable et amovible. À ne pas faire si vous avez les doigts sur le trajet, là, j'ai déjà fait, ça fait mal. Donc rétractable et amovible, crosse premier modèle, nous n'avons pas le petit accessoire pour pouvoir charger les chargeurs comme sur la Grease Gun M3A1. Après, ceci dit, c'est fait pour épauler comme sur la MP40, c'est-à-dire très mal. C'est plus fait pour le tir à la hanche en fait. La molette de réglage du hop-up est située, comme pour 75% des répliques d'Airsoft, dans la fenêtre d'éjection qui est ici. La petite molette, elle a une flèche pour pouvoir vous indiquer le sens de rotation. Ainsi, pour pouvoir faire monter le tir, il faut régler dans le sens anti-horaire. Pour faire baisser le tir, il faut régler dans le sens horaire. La molette a des bons crans, elle ne se déréglera pas toute seule. Bah alors molette, t'es à cran ? Lorsque vous manipulerez le bloc hop-up et qu'il y a déjà une bille chambrée, cette bille, préparez-vous au fait qu'elle va mal tirer. C'est pas grave, c'est juste à savoir. Donc au moment où vous réglez votre hop-up, tirez une petite rafale, vous verrez que la première bille sera à chier, mais toutes les autres iront là où il faut. Mais du coup, si on manipule la molette qu'à moitié, est-ce qu'on peut dire que c'est une mi-molette ? Bon allez, je vais maintenant m'adresser aux perfectionnistes et aux fanats de reconstitution. Cette réplique peut être utilisée en reconstitution, mais elle est loin d'être parfaite. En effet, au niveau esthétique, la Grease Gun d'Onyx sera bien meilleure.
Au niveau des défauts qui me choquent, nous n'avons pas le verrouillage à l'avant, qui permet d'éviter que je démonte bêtement le canon externe. Le capot, c'est un simple capot, nous n'avons pas de relief à l'intérieur avec la petite pointe qui sert de sécurité sur la vraie Greasegun. Ici, normalement, il y a 3 rivets qui sont absents ici. Gros manque. Ici, il manque l'huilier. Là, ça fait vraiment vide, c'est vraiment dommage. Ensuite, nous avons une grosse vis de ce côté-là. Ah putain, qu'est-ce que c'est moche. Et nous avons une autre vis sur le lever d'armement, alors que normalement, nous avons un axe. En parlant d'axe, celui-ci devrait être réel, sauf qu'il est ici simulé. C'est vraiment dommage, hein, à ce niveau-là. Et gros point noir, et je vous conseille d'essayer de boucher ça, même si c'est quasiment impossible de faire proprement, c'est le putain de trou que nous avons dans la poignée ici. Non mais d'où vous avez foutu une vis là, comme ça? D'ailleurs, en parlant de poignée, on peut remarquer que j'ai des grandes mains. Bon, rassurez-vous mesdames, hein, stoppez les fantasmes tout de suite, j'ai aussi des grands pieds. Mais l'inconvénient, c'est que du coup, j'ai le petit doigt qui se barre en couille. Et si jamais je veux que mon petit doigt soit sur la poignée, en resserrant un peu mes doigts, et ben en fait, je vais taper sur la lamelle qu'il y a là. Et qui bouge. Donc c'est pas très agréable, c'est pas très confortable. Mais bon, c'est comme sur la vraie. C'est difficile de la manipuler quand on a des gros doigts. Mais bon, au moins c'est réaliste comparé à la Greasegun de chez SNT, où ils ont carrément agrandi la poignée. Donc là, ça fait vraiment moche. Il sera possible, je vous conseille d'ailleurs vivement de vous en procurer une, d'ajouter une bretelle, c'est une bretelle modèle USM1, c'est exactement les mêmes hein, de toute façon. Vous pourrez la retrouver entre 15 et 30 € sur eBay ou sur tout autre site Militaria digne de ce nom. Maintenant, venons-en au marquage, et c'est pour ça que je montre les 2 exemplaires de générations différentes. Celle-ci date de 2012, si je ne me trompe pas, et celle-ci, elle est toute neuve. Je viens de la recevoir il y a très peu de temps. On peut voir que les marquages ne sont pas pareils. L'idée reste la même, mais la profondeur des marquages est différente. On peut voir sur la Greasegun ancienne génération, nous avons un US numéro 120806. C'est marrant, ça fait un peu une date. Et de l'autre côté, nous avons un US numéro A031 600 176. Non, c'est pas mon numéro de téléphone, hein, cherchez pas les filles. Après, nous restons quand même sur un submachine gun cal 6 mm. C'est un petit peu dommage d'avoir mis un 6 mm, là c'est pas très réaliste, même si c'est cohérent. Et donc le marquage plus récent est moins profond que le marquage plus ancien. À savoir donc qu'ils ont peut-être voulu faire des économies de temps de travail sur le laser en fait. Ou alors ils ont changé d'usine. Ou alors c'est pas les mêmes qui ont fabriqué. Bref, j'en sais rien. Mais toujours est-il que les 2 générations sont globalement identiques, à part au niveau du marquage. Et au niveau de l'interne, je vous laisse juste écouter, c'est exactement la même chose. Savoir que c'est exactement la même batterie qu'il y a à l'intérieur. Et au niveau de la puissance, elle est identique aussi. Donc je ne ferai qu'un seul test chronie, un seul test de tir, puisque l'interne est strictement identique. Mais bon, ça pour le savoir, fallait que je le teste. D'ailleurs au niveau de l'esthétique, vous pourrez voir que l'ancienne version, je l'ai un petit peu retravaillée. J'ai utilisé de la peinture Umbrol couleur vert bronze, couleur 75, qui s'est un peu barrée, j'avoue. Pour moi, elle a une petite teinte verte, sauf que là, la teinte s'est barrée. Donc je remettrai une cartouche à l'occasion. Donc je remettrai une couche à l'occasion. Mais en sortie de boîte, elle aura cette tête-là. Là, elle est vraiment beaucoup trop neuve. Hein. J'avais donc tout d'abord passé du vert olive, puis j'ai passé de la couleur 56 en dry brushing sur les arêtes pour pouvoir simuler une patine, mais finalement patine qui s'est créée toute seule aussi, puisque la couleur de base du métal, c'est couleur aluminium. Donc bon, je vous conseille quand même de retoucher un peu ça, ne serait-ce que pour pouvoir cacher les marquages que nous avons sur le côté là, qui sont en blanc naturellement. Quand je dis cacher, c'est pas les faire disparaître non plus, c'est juste les dissimuler de manière réaliste. A noter d'ailleurs les 2 couleurs de capot qui sont différentes, enfin de culasse, de couvre-culasse. On a du gris en haut alors qu'avant c'était noir. Et idem pour le levier d'armement, c'est quand même assez étrange tout ça. Nous allons maintenant passer au test chronie à la 0,20 g, puis au test de tir d'abord à 15 mètres, puis à 35 mètres, et enfin un test de portée, le tout à la 0,28 g.
Avec une portée de 40 à 45 mètres à la 0,28 grammes, je n'ai aucun doute sur le fait qu'on puisse taper les 50 mètres à la 0,20 grammes. Mais moi c'est pas mon but, moi je préfère avoir la constance et la précision, plutôt que la portée où le moindre coup de vent va venir bien dévier votre bille. Après c'est à vous de voir ce que vous préférez. Là-dessus, je ne peux pas vous juger. Par contre, il faudra un tout petit peu contreviser. Genre, il faut tirer un tout petit peu plus bas parce que ça a tendance à partir un tout petit peu plus haut. Comme si les organes de visée n'étaient pas totalement alignés avec la cible. Et comme je vous le disais, à la fin de mon test de tir, j'ai utilisé un high cap. Et donc c'est pour ça que les billes ne partaient pas à tous les coups. C'est aussi pour ça que je vous conseille des mid cap. Déjà, c'est plus rigolo, ça fonctionne avec du bébé loader, vous avez 130 billes en continu. Enfin presque, parce que vous pourrez remplir 130 billes, mais il y en aura toujours 3 ou 4 qui resteront coincés dans le couloir d'alimentation, que vous ne pourrez pas tirer. Attention cependant, si vous arrivez en zone neutre, à enlever votre chargeur et vous assurer qu'il n'y reste pas de billes dans la chambre. Parce que si par mégarde vous tirez à l'envers, les 4 billes vont partir. Et si ça tombe dans la tête de votre voisin qui n'a pas ses lunettes puisqu'on est en zone neutre, ça la fout mal quand même. Hein. D'ailleurs, en parlant de sécurité, je reviens juste sur le levier. S'il faut appuyer là pour pouvoir débloquer la sûreté, bah ça peut être gênant si genre vous la portez en bandoulière côté droit, que vous appuyez dessus sans faire gaffe avec de l'équipement ou juste votre main, à ce moment-là, elle serait prête à tirer. On sait jamais, une coïncidence, une branche peut se coincer dans le pontet, et à ce moment-là, la bille partira. Et coïncidence, ça va partir dans l'anus de votre voisin d'en face. Et là, à part s'il est content, ben vous perdrez votre ami. Bon, ça fait beaucoup de coïncidences quand même, mais je trouve ça pas très cool. Limite, j'aurais préféré un petit bouton, comme sur la MP40 de chez AGM. Au moins là, on est tranquille pour être en sûreté. En tout cas, cette Grease Gun ravira petits et grands, sur des terrains, qu'ils soient petits ou grands. Elle est nulle ta devise. Allez, moi j'en essaye une. Utilisez la Grease Gun ICS en partie, vous verrez, c'est totalement grisant. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je remercie encore OPS Store pour son soutien, là encore retrouvez le lien de leur boutique dans la description. Mais si vous aussi vous voulez m'aider, allez voir là aussi dans la description pour trouver les liens Tipeee et MyTip qui vous permettront de me filer un petit coup de main, ou même en devenant souscripteur de la page pour avoir des avant-premières, des petites photos de tournage, etc. Et ainsi, vous pourrez m'aider à la fois sur la forme, mais aussi sur le fond de mes vidéos. Et quant à moi, je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos de présentation de répliques d'Airsoft, d'uniformes et de VIP. Salut! Hop là, hop 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 là, stop. En fait, j'ai craqué. J'ai utilisé la même technique que pour ma Grease Gun de chez Danix, c'est-à-dire une peinture sympa. Voici donc le résultat, légèrement patiné. Là, je n'y touche plus. Mais bon, j'ai profité du fait d'avoir fait la vidéo en avance pour pouvoir faire la petite modif. La couleur d'origine ne me plaisait pas. Voici donc le résultat devant vos yeux ébobis.